prise dans le visible, et on ne voit rien que la couche nuageuse qui recouvre toute la planète. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'atmosphère de Vénus? C'est un effet de serre galopant qui a eu lieu dans le passé de la planète. Alors, un petit rappel de ce que c'est que l'effet de serre. L'effet de serre se produit quand le rayonnement solaire visible chauffe une surface planétaire. Cette surface, donc, à ce moment-là, la température s'élève et le rayonnement devient un rayonnement infrarouge. Or, dans une atmosphère à effet de serre, il y a des gaz qui vont justement absorber ce rayonnement et chauffer à leur tour. Autrement dit, l'effet consiste à chauffer les gaz atmosphériques qui, à leur tour, vont renvoyer le rayonnement infrarouge vers la surface et l'amplifier. Et c'est un mécanisme que rien n'arrête. Alors, les gaz les plus efficaces, ce sont ceux qui ont des signatures spectrales infrarouges importantes. Et c'est le cas de l'eau, c'est le cas de CO2 et c'est le cas de CH4. Donc, dans le cas présent, c'est CO2 et nous allons voir aussi H2O qui sont responsables de l'effet de serre de départ. Alors, je vous parle de H2O. Pour l'instant, on n'en mesure pas. Comment sait-on qu'il y en a eu dans le passé? Eh bien, on a un indicateur extrêmement précieux qui s'appelle l'eau lourde. Dans la basse atmosphère de Vénus, on observe à la fois l'eau lourde, c'est-à-dire l'eau H2O dans laquelle on a remplacé un hydrogène par un deutérium. Et vous avez aussi des transitions d'H2O pur. Et on a pu observer donc, par la mesure, l'analyse du spectre infrarouge, on a pu mesurer la quantité de ces deux éléments. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un énorme enrichissement en HDO par rapport à H2O. Et l'explication est relativement simple, enfin, quoique le mécanisme exact est mal compris. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'eau a été très abondante dans l'atmosphère primitive, mais qu'elle s'était échappée. Et dans l'échappement, vous voyez que HDO est plus lourd que H2O. Donc, HDO a plus de mal à s'échapper. Donc, au bout du compte, le peu qui reste est largement enrichi en HDO. Et ça, c'est une preuve absolument claire, je pense, du fait qu'il y a eu beaucoup d'eau sur Vénus dans le passé. Mais cette eau a disparu. Cette eau, aujourd'hui, elle n'est plus là. Alors, ceci, c'est un spectre, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste pour vous montrer le genre de données sur lesquelles, le genre d'observations sur lesquelles on travaille. En bas, vous avez un spectre observé. Le spectre, c'est donc l'analyse du signal infrarouge en fonction de la longueur d'onde. On se trouve ici dans l'infrarouge proche, autour de 2 microns 3. Et ce qui est en bas, c'est une mesure donc, obtenue au télescope d'Hawaï. Et la figure du haut, c'est la reconstitution la plus proche qu'on a pu faire à partir d'un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire on se donne une atmosphère, on se donne sa température, sa pression, les gaz qui sont dedans, on calcule ce à quoi on s'attend. Et quand on a un bon accord, ça nous donne une mesure des constituants atmosphériques qui sont dedans. Et vous voyez que dans ce spectre qui est très riche, il y a à la fois HDO, H2O, il y a aussi bien d'autres choses, CO2, CO, etc. Et c'est à partir de données comme ça qu'on a réussi à faire la mesure dont je vous parlais. Alors passons à Mars maintenant. Une autre voisine de la Terre, cette fois on est plus loin, à 1,5 unité astronomique. La planète est plus petite et surtout aussi, elle est moins dense et par conséquent, elle est nettement moins massive. Elle fait à peu près le 10e de la masse terrestre. Par contre, elle a une obliquité qui est à peu près celle de la Terre, ce qui fait que les effets saisonniers sont très comparables à ceux de la Terre. L'atmosphère, elle est froide, elle est ténue, puisqu'on n'a que 6 millibars. Vous vous rendez compte, on avait 100 bars sur Vénus, on a 6 millibars sur Mars. Mais par contre, l'atmosphère est de composition comparable. C'est ça qui est intéressant. On retrouve du CO2, du N2 et puis quelques traces d'autres gaz. Ce qu'on peut dire aussi, donc, effectivement, c'est qu'il y a de fortes variations saisonnières, c'est normal, et en particulier donc, des calottes polaires à la fois de gaz carbonique et d'eau qui évoluent en fonction des saisons du nord au sud. Alors là aussi, on a une mesure de l'eau lourde, et c'est intéressant parce que alors, le spectre est évidemment extrêmement différent, puisqu'au lieu d'avoir 100 bars de pression, on n'a plus que 6 millibars, mais on observe quand même dans le spectre, c'est-à-dire des observations caractéristiques d'une molécule donnée à une longueur d'onde donnée. Ici, on est autour de 3 microns, et on voit des raies
de H2O. Ces raies sont extrêmement étroites, c'est simplement parce que le milieu est extrêmement différent, la pression est très faible, mais on peut faire la même mesure, et on constate que cette fois, l'enrichissement est d'un facteur 5 à 6, et non plus de 100, comme tout à l'heure, par rapport à la Terre. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que là aussi, il y a eu de l'eau sur Mars au départ, moins que dans le cas de Vénus, mais qu'il y en a eu quand même, que l'atmosphère primitive de Mars était quand même donc sans doute plus dense qu'aujourd'hui. Alors, question, qu'est devenue l'eau sur Mars? Parce que les mesures faites par les sondes spatiales depuis les années 70 nous ont montré des choses très intrigantes, comme ce réseau qui ressemble à un écoulement fluviatile, ou l'image de droite qui donne vraiment l'impression qu'on a eu des écoulements liquides. La question a été longtemps posée de savoir est-ce que c'est vraiment de l'eau? Eh bien, la réponse est arrivée par des mesures plus récentes. Vous avez là une sonde américaine qui s'appelle Mars Odyssey, qui avait un instrument dont je ne détaillerai pas le fonctionnement, mais qui me permet, à partir du spectre à haute énergie, d'évaluer le nombre d'atomes d'hydrogène qui sont sous la surface. Et ils ont constaté que sous les pôles, il y avait une très grande quantité d'hydrogène, c'est ce qui est montré en bleu ici, et la présence d'atomes d'hydrogène ne peut s'expliquer dans un modèle de la planète que par la présence de H2O. Donc, on a une bonne, je dirais pas une certitude, mais une bonne présomption de la présence de l'eau sous les pôles. Et je dois dire d'ailleurs que des mesures plus récentes de Mars Express, en particulier du radar de la sonde européenne Mars Express, qui est encore en opération aujourd'hui autour de Mars, est allée dans le même sens et a mis en évidence une certaine quantité d'eau. Alors c'est difficile de mesurer combien, mais l'eau semble bien être présente sous les pôles. Les questions ouvertes autour de Mars. Où est passée l'eau de Mars? Parce que, quand bien même on en trouve un peu sous les pôles, y en a-t-il une quantité suffisante pour expliquer, disons, ce qu'on aurait dû avoir au départ? Ça n'est pas sûr. C'est une question qui reste ouverte. Si vraiment il y a eu de l'eau dans l'atmosphère de Mars au début, je vous ai dit que l'eau était un gaz à effet de serre, comme sur Vénus. Sur Vénus, la présence de l'eau a contribué à l'effet de serre. Ici aussi, donc, s'il y a eu de l'eau liquide, de l'eau sur Mars gazeuse, Mars a dû connaître un climat plus chaud et plus humide. Est-ce vrai? À vérifier. D'après les mesures de Mars Express dont je vous parlais, l'eau liquide a pu couler autrefois sur les terrains anciens. Si oui, est-ce que la vie a pu y apparaître? C'est une question importante et qui n'est pas facile de traiter, en fait. Parce que va-t-on chercher? On va se poser la question de savoir s'il existe des traces de vie fossile, mais comment faire pour détecter ces traces de vie fossile à partir de missions spatiales futures? C'est une question qui est largement ouverte. Enfin, pour conclure sur ce chapitre, la planète Terre, c'est un cas intermédiaire entre Vénus et Mars. Donc, on pense que la Terre a eu une atmosphère primitive qui était proche de celle de Vénus, et avec une composition qui est aussi celle de Mars, hein, c'est-à-dire essentiellement du CO2, du H2O et un peu d'azote. Seulement, la différence qui nous a sauvés, qui nous permet d'être là aujourd'hui, c'est que la température sur la Terre était à une telle distance du Soleil que la température était telle que l'eau pouvait être sous forme liquide. À partir de là, le CO2 s'est trouvé piégé dans les océans sous forme de carbonate de calcium. Du coup, l'effet de serre a diminué, ce qui a permis donc une température relativement constante au cours de l'histoire de la Terre, et ensuite l'apparition de la vie, dont je ne vous détaillerai pas comment elle est apparue, parce que j'en serais bien incapable. Elle a amené l'accumulation de l'oxygène et la formation de la couche d'ozone. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une atmosphère qui est dominée par N2 et O2. C'est simplement parce que CO2 est dans les océans et H2O est liquide. Alors donc, pourquoi? C'est ce que je crois que j'ai déjà dit ce qui est présenté ici. Au départ, des atmosphères de composition comparable. Simplement, la grosse différence, c'est que sur Vénus, on est plus près du Soleil, l'eau est gazeuse. Donc un effet de serre très fort alimenté par le CO2 et le H2O. Sur la Terre, l'eau est liquide, donc des océans ont une température relativement constante. Et sur Mars, l'eau est solide aujourd'hui, c'est sûr. Elle a pu être liquide dans le passé, mais la planète est peu massive, d'où une activité interne, c'est-à-dire peu de volcanisme et vraisemblablement extinction de l'effet de serre.